Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 29 juin 2026, le premier après Night of Champions. Le show s'est ouvert sur un segment de Bafemi avec celui que je ne citerai pas son nom et Paul Heyman, et ce segment est clairement construit comme le moment central du show, presque comme un main event déguisé en promo segment. Bafemi n'est pas présenté comme un simple vainqueur du King of the Ring, il est présenté comme une nouvelle force dominante du roster, un futur pilier du main event, un champion symbolique de la nouvelle génération. La réaction du public est essentielle ici car elle transforme Femi en personnage validé instantanément par la foule, ce qui est extrêmement important en double moderne. Mais la structure change totalement avec l'arrivée de celui que je ne citerai pas son nom. Dès que la musique de celui que je ne citerai pas son nom retentit, le segment passe d'un couronnement à un test de survie. Celui que je ne citerai pas son nom n'a pas besoin de parler longtemps, son simple langage corporel suffit. Rire, domination psychologique, silence, menace, mouvement en destruction imminente. Paul Heyman ajoute une couche, il rend le segment officiel et stratégique et transforme Femi en sujet d'analyse, pas juste adversaire. Puis arrive la séquence clé, Lolo F5 direct de je ne citerai pas son nom sur Roba Femi. Booking classique, je ne citerai pas son nom, mais toujours efficace, montrer qu'aucun nouveau talent ne passe sans test de réalité. Mais ce qui rend le segment très important, c'est la suite. Roba Femi se relève, reprend le micro, répond directement à je ne citerai pas son nom et ça change tout. Dans la logique, double rester KO midcard, survivre, future challenger, parler après destruction, future star main event. Femi est clairement dans la troisième catégorie, il ne vend pas la peur, il vend la détermination, surtout il vend une idée clé. Tu peux me frapper mais tu ne peux pas me terminer. C'est exactement le type de phrase qui construit un match de SummerSlam. Point neutre. Le segment suit une structure de retrait classique, réaction positive du public, interruption star légendaire, je ne citerai pas son nom, euh, domination rapide, humiliation physique, réponse du babyface, annonce stipulation, c'est un schéma déjà vu avec, si je ne dirais pas son nom, Reigns, Cody, mais il reste efficace car il est très lisible. Le point négatif, c'est que le problème principal reste toujours le même avec je ne citerai point son nom. La domination est trop rapide, le public retient surtout, euh, je ne citerai pas son nom, détruit Femi instantanément, même si Femi répond vite, l'image initiale reste dominante et en double, la première impression est souvent la plus difficile à effacer. Donc c'est quand même assez intéressant que la double le fasse ainsi, mais bon, je ne citerai pas son nom qui applaudit, c'est complètement bébête et je trouve ça dommage en fait qu'il soit revenu et que ça soit fait ainsi et que c'est complètement ballot. Donc maintenant, c'est à voir par la suite ce qu'ils vont nous délivrer du côté de la WWE, mais franchement, je ne citerai pas ce nom et il gâche un peu l'opportunité d'Obafemi en tant que King of the Ring d'avoir un match de championnat à SummerSlam. Merci bien d'être revenu. On ne veut pas de toi, on en a marre de toi. Bref, tu ne l'as pas compris. J'espère que Obafemi va se débarrasser de toi et qu'on pourra passer à autre chose parce que là, il y en a ras le bol de monsieur. Je ne citerai pas son nom, donc c'est à voir maintenant par la suite ce qui va se passer. En tout cas, Obafemi est vénère et on peut le comprendre hein, parce que personnellement, j'ai l'impression que il a un peu cherché aussi, il a demandé de revenir, on est sur un partout en même temps, mais là, c'est vraiment euh, une chose très très intéressante de, de mettre cet affrontement en place parce que je pense que la WWE a fait la meilleure chose possible avec cet affrontement justement. Peut-être qu'ils ont besoin de faire cet affrontement pour une très très bonne chose. Peut-être qu'ils ont besoin de le faire pour me débarrasser de, je ne citerai pas son nom. Enfin, on verra bien. En tout cas, j'espère vraiment qu'Obafemi va remporter cette guerre et qu'il aura son match de championnat parce qu'il est quand même le roi du ring. Faut pas l'oublier que c'est lui qui a remporté le King of the Ring, qu'il a été construit fort et qu'il a perdu qu'un seul match. C'était contre, je ne citerai pas son nom, en Italie. Mais il l'avait battu à WrestleMania, donc on est un partout. SummerSlam est la plus grande fête de l'été, donc il ne faut pas le gâcher. En tout cas, je suis content pour Femi, mais pour lui là qui rigole là, je suis pas content qu'il soit là. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre qu'il revienne, qu'il gâche tout à chaque fois. Il a gâché des opportunités à beaucoup, beaucoup de lutteurs et j'en ai marre quoi. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil et c'est répétitif, 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 répétitif. Que celui que je sais pas son nom revienne à chaque fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est la même chose à chaque fois, c'est du gâchis. Moi j'en peux plus, j'espère vraiment qu'il va disparaître un de ces quatre parce que franchement, au bout d'un moment, la WWE devrait se poser les bonnes questions, je crois. Personnellement, c'est que mon avis, hein, vous avez le droit de pas être d'accord.
avec moi. Vous avez le droit de citer son prénom, faites ce que vous voulez. Passons donc à la suite, le premier match de ce Rey Mysterio contre Ethan Page. Ce match est construit comme un classique double très intelligent sur le plan du booking parce qu'il ne cherche pas à être un simple affrontement physique mais une opposition totale de philosophie de catch. D'un côté, Ethan Page est présenté comme un île moderne basé sur le contrôle, un lutteur qui impose son rythme par la puissance et la domination progressive, un personnage qui cherche à casser les petits adversaires par la pression constante. De l'autre côté, Rey Mysterio est exactement l'opposé, vitesse pure, expérience historique, lecture parfaite des moments de match, capacité à survivre même quand il est physiquement inférieur. Et c'est là que le match devient intéressant dans une logique WWE. Ce n'est pas un match qui est le plus fort, c'est un match qui contrôle le rythme mentalement. Ethan Page, domination méthodique. Ethan Page est utilisé intelligemment dans la première phase du match. Il ne veut pas, il construit, il impose des prises lentes, du contrôle au sol, de la pression physique constante. Son objectif est clair, empêcher Rey de respirer, casser le rythme rapide de la lucha libre. Et ça fonctionne dans le crédit parce que Rey paraît en difficulté réelle, pas juste en mode comeback automatique. Rey Mysterio survit et adapte. Plus l'adaptation, la force du match, c'est que Rey ne revient pas immédiatement, il ne fait pas un comeback magique. Il passe par une phase très importante, la survie intelligence. Il ne gagne pas en force, il gagne en lecture de situation. On voit clairement Rey évite les impacts lourds, Rey casse le rythme progressivement, Rey force Ethan à accélérer, donc à faire des erreurs. Et c'est du bon storytelling in ring WWE. Phase finale, la fin du match est le vrai moment de construction du storytelling. Ethan Page pense avoir le contrôle total, il bloque le momentum de Rey, tente de conclure avec puissance, mais c'est exactement là que Rey il l'a construit. Le point neutre très détaillé. Le match suit une structure très double standard, TV standard mais efficace. Ethan Page prend le contrôle tôt, domination physique lente et méthodique. Rey subit et observe petit comeback pour accélération de rythme, séquence signature 619 setup, finish rapide et propre. C'est un match très lisible, très télévisuel mais aussi très prévisible dans sa structure globale. La WWE ne cherche pas ici à surprendre mais à maintenir la crédibilité de Rey Mysterio, continue à construire Ethan Page comme il mid-card sérieux. Le point négatif, c'est le problème principal du match, ce n'est pas la qualité in ring mais la direction à long terme d'Ethan Page parce qu'on retrouve un schéma récurrent. Ethan Page domine visuellement, Ethan Page contrôle des phases importantes, mais Ethan Page perd toujours au moment d'essayer. Ça crée un effet secondaire très important. Il est crédible dans le match, mais pas crédible dans les résultats. Donc à long terme, il risque de rester bloqué dans un rôle de hit de transition. Le match manque légèrement d'un moment signature. Il est presque fluide, bien structuré, mais il n'y a pas de séquence qui reste comme un moment marquant du show. C'est un match solide, pas un match mémorable. Au final, c'est un match très propre dans sa construction. Il réussit parfaitement à protéger Rey comme vétéran. Toujours dangereux, maintenir les thèmes comme aide physique crédible, raconter une histoire simple et efficace du contrôle vs expérience, mais il échoue sur un point, créer un moment vraiment marquant, décisif pour l'avenir immédiat d'Ethan Page. C'est donc un match de structure et de construction mid-card, mais pas encore un match de rupture et d'évolution majeure. Bref, ensuite après on a Oba Femi qui donc va voir Adam Pearce et il lui demande tout simplement, et que celui que je ne citerai pas son nom, dans un Hell in a Cell match à SummerSlam, donc à quoi bon sert de faire gagner le King of the Ring à Oba Femi? Si tu sais pourquoi qu'il est son match de titre à SummerSlam, il va falloir m'expliquer où est la logique de la WWE, s'il y en a une, et quoi elle sert quoi. Parce que moi j'ai l'impression que le jeu est récurremment utilise les cacheurs n'importe comment et franchement Adam Pearce là il floffe un peu sur ce segment là. Alors oui, Obafemi aura son le choix de faire gagner le King of the Ring à Obafemi puis de le diriger vers celui que je ne citerai pas son nom, plutôt que vers un title shot et un booking à double lecture. D'un côté que c'est cohérent avec la logique, le tournoi sert surtout à installer une star en forte ascension et pas une. Après, le principal problème aussi, c'est que franchement, le problème ici, c'est que je complique inutilement la vie avec un tournoi qui a déjà une règle simple depuis des années. Le King c'est censé être clair, tu gagnes, tu deviens challenger au titre. Mais là, on commence à bricoler, Baphomet gagne, au lieu d'aller directement avec un title shock logique, on le jette contre, je ne citerai pas son nom, à force de transformer la récompense en haut choix ou en match de prestige, le tournoi devient presque décoratif. Donc en gros, tu fais 3-4 matchs de tournoi pour ne même pas garantir une route vers le titre. C'est incohérent et ça casse la logique du système, franchement, et surtout ça envoie un message très douloureux. Le champion mondial n'est même plus le sommet logique, c'est parce que visiblement
base, je ne citerai pas son nom. Ortiz devient plus important que devenir contender. Ça déséquilibre complètement la pyramide du show. Obafemi perd en cohérence. Le pire, c'est pour lui, il gagne un tournoi censé le propulser vers le titre, puis on change l'objectif en plein vol et on lui colle, je ne citerai pas son nom, comme nouveau brut, ça fait moins. Suite après, on passe à la suite. Je vais y passer très très rapidement. Donc, on a eu un petit concert de Joe Henry, mais on s'en fout un peu. Mais le prochain match oppose Joe Henry à Austin Theory. Ce match est construit autour d'un concept très moderne dans le booking bleu actuel. Le public n'est plus seulement un décor, le public devient un moteur narratif du match. Joe Henry est utilisé ici comme un personnage unique dans la structure du show. Il ne lutte pas uniquement contre Austin Theory. Il lutte avec et contre la réaction du public et ça change complètement la dynamique classique d'un match mid-card. Austin Theory est présenté comme un heel arrogant, un athlète structuré, un lutteur qui veut imposer un rythme contrôlé et froid. Avec son objectif est simple, casser l'énergie du public, rendre le match silencieux, transformer Henry en simple adversaire comique sans crédibilité. Mais c'est exactement là que le booking devient intéressant parce que Joe Henry n'est pas basé sur la domination physique, il est basé sur le timing, la connexion crowd, la réaction instantanée et aussi une théorie contrôle classique. La théorie commence le match de manière très logique, domination propre, pression constante, travail méthodique et essaye de casser Henry en ralentissant tout. Arrive classique de heel mid-card moderne et ça fonctionne partiellement mais pas totalement parce que le public ne décroche jamais du Henry momentum réaction. La vraie force du match, c'est que Henry ne construit pas un comeback traditionnel mais déclenche une réaction. Chaque montée en puissance de Henry n'est pas progressive, elle est instantanée et émotionnelle et elle dépend du crowd et ça crée une sensation unique. Le match ne lui appartient pas uniquement, il lui appartient que le move. Le point neutre reste que le match suit une structure très claire. Theory prend le contrôle, domination il classique, Henry subit sans disparaître, montée progressive du crowd, accélération directe, comeback instantané, finish rapide sur signature. C'est un match extrêmement télévisuel, pensé pour l'efficacité plutôt que la complexité. La WWE ne cherche pas ici à créer un classique match, elle cherche à tester Henry comme attraction crowd ou maintenir Theory dans un rôle heel mid-card actif. Le problème principal du match ne vient pas de Joe Henry mais d'Austin Theory parce qu'on commence à observer un pattern très clair. Theory est pêché comme heel sérieux, Theory a du temps d'écran, Theory a des segments réguliers, mais Theory perd trop souvent dans les moments importants et ça crée une perception dangereuse. Il n'est plus vu comme une menace réelle mais comme un obstacle temporaire pour Babyface. Dans une logique de long terme, ça limite fortement sa crédibilité main event future, sa capacité à apporter une storyline majeure. Autre problème, le match est efficace mais trop court pour créer une vraie montée dramatique. On passe directement de contrôle réaction finish. Il manque vraiment un moment de doute prolongé qui aurait pu renforcer Henry comme Babyface. Long terme, au final, Joe Henry contre Theory un match très moderne dans sa construction mais il reste limité dans sa profondeur in-ring et narrative. C'est donc un match utile pour le présent mais pas encore un match structurant pour le futur du main event. Ensuite, après, on passe à la suite, le segment d'Io Sky avec Liv Morgan et le Judgment Day. Ce segment est construit comme un moment de pression psychologique totale autour d'une championne qui commence à devenir une cible centrale du show. Io Sky n'est pas juste une championne dans ce segment, enfin une gagnante du King of the Ring, elle est un point de convergence du Kaoru et c'est ça qui rend le segment important dans la structure globale du show. La double place dans une situation très claire, une seule championne face à une faction entre tir parfaitement organisé, enfin une gagnante du Queen of the Ring, avec des rôles internes très précis. Le Judgment Day fonctionne ici comme une structure presque militaire. Liv Morgan, leader émotionnel et manipulation psychologique. Raquel Rodriguez, domination physique brute. Roxanne Perez, vitesse, agressivité, imprévisibilité. Donc Io Sky ne fait pas face à 3-4 choses, elle fait face à 3 fonctions différentes d'une même machine narrative et c'est ça qui le rend le segment fort visuellement et narrativement. Io Sky est isolé mais pas fait. Le point le plus important c'est que Io Sky n'est jamais détruite immédiatement, elle n'est pas bouquée comme une gagnante en infériorité mais avec une capacité réelle de et ça change totalement la perception parce que le jeu évite un piège classique. Faire d'Io une gagnante du Queen of the Ring en danger faible, au lieu de ça elle est rapide, intelligente, capable de contrer temporairement, capable de survivre à des séquences de pression, donc même dans le chaos, elle reste crédible en championne, en gagnante du Queen of the Ring.
Jugement de une faction qui ne fonctionne pas comme une équipe classique. Le jeu est intéressant ici parce qu'il ne fonctionne pas comme une simple, il fonctionne comme une structure de contrôle. Chaque membre n'est pas juste présent, chaque membre a un rôle narratif précis dans le démantèlement psychologique de la gagnante du Queen of the Ring. Liv parle, elle impose la direction du segment, Raquel agit, elle impose la peur physique, Roxanne exécute, elle impose le chaos et une décomposition stratégique de la gagnante du Queen of the Ring. Ça rend le segment plus dangereux qu'un simple beatdown random. La dynamique encerclement très douloureux mais toujours efficace. Le moment clé reste la séquence d'encerclement et Yosuke se retrouve progressivement isolé dans le ring, coupé des échappatoires encerclement visuellement, puis attaqué sous plusieurs angles. C'est une structure très classique de jeu mais toujours efficace quand elle est bien exécutée. Pourquoi? Parce que ça crée une image très simple. La Queen of the Ring contrôle le monde et dans le catch, cette image marche toujours. En outre, le segment suit une construction extrêmement codifiée, promote Liv Morgan. Point négatif très important, c'est quand même très détaillé, c'est le booking du jugement de. Le problème principal ici ne vient pas d'Yosuke, il vient de la répétition structurelle du jugement de. On retrouve encore et encore le même schéma. Promo dominante de Liv Morgan, intimidation psychologique, encerclement, attaque collective, domination numérique, arrêt des officiels. Et même si ça fonctionne, ça commence à perdre en impact narratif parce que le public comprend trop vite le déroulement. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de rupture structurelle. Problème 1, surutilisation du numérical advantage. Le jugement D gagne souvent ce segment par supériorité numérique, chaos contrôlé, attaque groupée, mais à long terme, ça crée un effet secondaire. Les adversaires sont toujours surpris. Donc même des Queen of the Force comme Yosuke, ils sont souvent en mode survie. Problème 2, l'identité du jugement D devient prévisible. Au départ, la faction était perçue comme imprévisible dangereuse, mais aujourd'hui, elle est devenue plus visible. Ils arrivent, ils encadrent, ils attaquent, ils dominent, ils réparent ou sont séparés. Booking important. Est-ce qu'une championne peut être perçue comme dominante si elle est surtout mise en position de survivante? Enfin, une gagnante du Queen of the Ring, c'est le cœur du problème long terme ici. Conclusion, ce segment Yosuke est jugement D est très efficace, très clair dans sa langue, très utile pour construire un match de PLO, très bon pour maintenir Yosuke crédible sans pression, mais très répétitif dans sa construction, prévisible dans son déroulement, basé sur domination numérique, pas assez innovant pour marquer durablement. C'est un segment qui fait très bien son travail pour construire l'attention, mais qui commence à montrer les limites du booking répétitif du jugement D. Ça, je suis complètement d'accord là-dessus, et j'irais même plus loin, c'est que le booking est beaucoup trop répétitif, celui du Judgment Day, et c'est vraiment dommage que la WWE insiste là-dessus, et il faudrait qu'ils arrêtent de trop forcer là-dessus. Et Yosuke s'est fait détruire, oui, certes, mais c'est beaucoup trop répétitif, comme je le disais. Donc maintenant, c'est à voir ce qui va se passer par la suite dans les prochaines semaines, mais j'ai l'impression que leur booking est trop répétitif et qu'au bout d'un moment, bah, les gens se lassent. Et moi le premier, hein. Je suis le premier à me lasser et à pas comprendre pourquoi ils insistent autant sur des choses comme ça, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, ils pourraient ne pas insister sur des choses comme ça. Du côté de la WWE, donc on va voir maintenant par la suite ce qu'ils vont nous faire, mais franchement j'ai l'impression qu'ils sont trop répétitifs sur certaines choses, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment répétitif ce qu'ils font. Et on va passer à la suite. Donc ce match-là est construit sur un principe simple mais très visuel. LA Knight est supérieur individuellement mais inférieur dans le chaos structurel. Jimmy Uso gagne non pas parce qu'il domine mais parce que le contexte le favorise. Le match devient donc une histoire de frustration pour LA Knight, contrôle du ring, domination physique mais incapacité à conclure. En face, on a une structure très fragmentée. Knight domine, interférence constante, chaos ringside, finish opportuniste. Le point négatif, c'est que LA Knight continue d'être extrêmement over, mais mal protégé dans les résultats importants. Match construit pour continuer la storyline Bloodline est frustrant pour la perception long terme de LA Knight, donc c'est quand même assez dommage que la WWE ne nous fasse pas autant des choses comme ça, quoi. Franchement, personnellement, j'aurais préféré qu'il nous fasse durer un peu plus cette destruction, cette domination que la WWE nous fait ces derniers temps, et c'est dommage, quoi. C'est du gâchis de gâcher les Night autant. Moi, personnellement, je le bookerai pas comme ça, et je pense que beaucoup de gens
ne bookerait pas comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le bookeraient autrement LA Knight. Et c'est là où le problème est récurrent, c'est qu'on a un LA Knight qui, à chaque fois, la semaine dernière il a gagné, cette semaine il perd. Donc c'est à cause des interventions de Solo Sikoa à chaque fois, mais c'est répétitif, quoi. C'est des trucs qu'il faut arrêter, quoi. La Bloodline, il faut arrêter avec eux, quoi. Là on a le petit papier sur l'image que vous allez voir avec la victoire de Jimmy en 2-3, et après ils vont se retrouver au tapis, les Usos, à cause d'Elena et de Solo Sikoa qui vont un petit peu s'associer contre toute attente. Mais c'est une association qui a ni queue ni tête, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a pas de sens de les mettre ensemble, hein. Et je vois pas pourquoi ils sont ensemble, quoi. C'est illogique, c'est bête, c'est tout ce que vous voulez. Et j'ai surtout l'impression que Talbot, je pense un peu qu'à eux. Regardez, on va voir sur l'image suivante, c'est pour ça que moi, Spike de Solo sur Jimmy qui va ensuite s'en aller. Il a envie de foutre le bazar chez Roman Reigns, mais bon, mec, au bout d'un moment, faut arrêter, parce que faut, faut se dire que la WWE est capable, sur beaucoup de détails, de d'être dominé, quoi. Enfin, d'être mise en difficulté. Moi, je comprends pas l'air booking. Solo, il virait de sa line, enfin, de son côté. Et là, tu vas le mettre avec LA Knight. Elle est où la logique? Et il peut pas être seul, le mec. Non, il faut qu'il se mêle de ce qu'il regarde pas. Et j'ai l'impression que ça va nous mener petit à petit vers une guerre, parce que Jacob Patou va s'en occuper, il l'a dit. Donc ça peut être une guerre qui va durer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ça peut être intéressant, mais bon, 2 semaines de suite, Solo qui fait le match de Jimmy, qui s'en prend à Jimmy, Jay qui s'en mêle et qui se prend également. Donc un BFT parce qu'il voulait sauver son frère. Franchement, je comprends pas trop la logique de leur association, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la logique que la WWE nous donne, quoi, qui est incompréhensible. Et derrière, on va avoir les Usos avec Jacob Pato, et puis ils vont lui demander qu'est-ce qui se passe, mec, pourquoi il intervient lorsqu'il ne le regarde pas à chaque fois. Je vais m'en occuper, quoi. Il a dit ça, je crois que c'est Jake qui a dit ça à Jacob. Jacob, il a dit non, non, t'inquiète pas, je m'en occupe, je vais m'occuper de lui au prochain SmackDown. Donc le prochain SmackDown qui était enregistré juste après ce rôle-là. Donc on va un peu voir ce qui va se passer, mais moi je comprends pas trop pourquoi Jacob Solo se mêle des histoires de la Bloodline et pourquoi il y a autant de bookings comme ça, quoi. Je comprends pas. C'est pas compréhensible que la WWE book leurs trucs comme ça parce que pour moi, ils doivent pas les booker comme ça, ils doivent les booker autrement, quoi. La Bloodline contre celle de Roman contre celle de Solo, faut le faire à Survivor Series. C'est pas maintenant, c'est un peu tôt, je sais pas, c'est bizarre. Leur booking, moi je le comprends pas et je reste perplexe. Mais bon, si Jacob s'occupe de Solo, ça va faire bizarre à Solo, hein. Enfin bref. Ensuite, après, donc on va apprendre donc suite à l'altercation entre Kenter et Nick Aldis. Nick Aldis va être placé en congé administratif, ce qui veut dire tout simplement qu'il ne dirigera plus SmackDown dans les prochaines semaines. Donc c'est à voir ce qui va se passer. Euh, et que c'est Adam Pearce qui va le remplacer donc les prochaines semaines. Donc on va bien voir comment ils vont nous booker ça et s'ils seront capable de nous booker des choses pareilles et enfin, nous booker un match entre Gunther et Nick Aldis qui pourrait être intéressant. Enfin, il y a eu des tensions en tout cas du côté de SummerSlam et Triple H a pris une décision de les renvoyer tous les deux chez eux et donc Adam Pearce va gérer Hero et SmackDown pour le moment. Donc c'est quand même une bonne chose en fait que Adam Pearce gère les deux shows parce que Adam Pearce j'aime bien sa façon de booker les choses du côté de Raw. Donc ce fait qu'il gère aussi SmackDown peut devenir très intéressant, espérons pour Nick Aldis que ce sera autre chose ensuite. Enfin bref, passons au prochain match. Maxime Doubry contre Raquel Rodriguez, la gagnante d'un match de championnat pour le titre intercontinental. Ce match est construit comme un test de niveau pur. Raquel Rodriguez est une force brute dominante. Maxime Dubry est une underdog en position. Raquel impose immédiatement son contrôle physique, sa domination dans les phases du grappling. Pression constante avec clairement une barre physique dans la division. Maxime Dubry est fort mais limite. Maxime tente contre-attaque, vitesse, résistance, mais elle est constamment remise en place par la puissance brute. Finish Power Statement, Powerbomb de Raquel, message clair, hiérarchie, respecter, expérience, puissance, progression. Le match est très simple, c'est la domination de Raquel, la survie de Maxime et la fin rapide logique.
Le point négatif, c'est peut-être que le match est un petit peu trop court, aucune vraie phase de doute. Maxime reste dans un rôle de progression, sans vraie victoire significative, si vous voyez ce que je veux dire, dans les prochaines semaines. Donc après, c'est à voir ce qu'ils vont nous faire dans les prochaines semaines. Mais c'est quand même assez intéressant de se dire que nous, il nous book Maxine et Raquel comme ça. Raquel qui est vraiment dominante et c'est plutôt cool hein, qu'elle soit c'est qu'elle soit en puissance progression et qu'elle soit un petit peu mise en avant. Mais le rôle de progression sans vraie victoire significative de Maxime qui établira Claire comme une force dominante et dommage quoi, c'est très limité en narration profonde. Mais bon, Raquel va avoir un match pour le titre intercontinental contre Sol Ruka. On ne sait pas encore quand, mais ça va être assez intéressant. Enfin bref, ensuite après, donc on va passer à la suite. On va voir le segment de Liv Morgan qui va tout simplement dire à Dana Hussein, c'est à cause de toi que j'ai perdu le Queen of the Ring. Un petit peu marrant parce que c'est à cause de sa malédiction et je vous en avais parlé. Et il va lui demander de la retirer. Enfin bref, elle va s'énerver un peu, menacer Dana Hussein. Et c'est assez drôle ce qui se passe avec Liv Morgan et Dana Hussein. On a l'impression que Liv Morgan est un petit peu perdu ces derniers temps, qu'elle a des difficultés à être mise en valeur. Et voilà quoi, c'est la WWE qui veut ça, c'est que Liv Morgan n'est pas capable d'être mis en avant ces derniers temps. Enfin, la WWE, ils nous font croire que Liv Morgan est une bonne championne, mais son règne, franchement, il n'est pas officiel non plus. Et Dana Hussein nous fait bien rire, plus que beaucoup de gens. Je pense que c'est même le meilleur catcheur ces derniers temps, des dernières semaines, Dana Hussein. Et franchement, il gère ces derniers temps son booking Dan Hussein et j'aime beaucoup comment ils nous ont monté ce segment-là parce que les Morgan a l'air perdu complètement. Et bref, neutre. Ensuite, après, on passe à la suite, le match entre Chad Gable et JD McDonald. Franchement, le point positif, c'est que le match est construit comme un hybride entre un match technique par pure Chad Gable, un match opportuniste et JD McDonald et un segment de chaos narratif extérieur Dominique Dana plus Dana Hussein. Et c'est ça qui le rend intéressant dans la structure Raw. Chad Gable est présenté comme le lutteur technique le plus propre du roster, un compétiteur basé sur la discipline et la précision, un babyface qui gagne par mérite pur. JD McDonald, lui, est construit comme un heel opportuniste, un lutteur intelligent mais sale, qui est quelqu'un qui utilise chaque distraction possible. Gable, domination technique pure. Gable contrôle les phases importantes, position rapide, grappling précis, travail sur la jambe, rythme technique constant. Il impose un match wrestling pur. Double style et ça fonctionne. McDonald est obligé de survivre plutôt que dominer, donc Danielson Fugler. L'arrivée de Danielson change totalement la dynamique de match très technique, structuré à chaos narratif. Dominique devient un élément clé du désordre, distraction, finish pur avec lock et ça renforce. On n'a pas besoin de chaos pour gagner, juste du timing plus technique de Chad Gable, structure très double multi-layer. Gable domine techniquement McDonald sur lui, intervention de Dominique Dana Hussein KO. Finish technique, match hybride entre in-ring et storytelling segmenté. Le point négatif, c'est qu'il y a trop d'éléments extérieurs. Dana Hussein plus Dominique, match moins pur techniquement qu'il aurait pu l'être et surtout McDonald perd encore son vrai protection forte. Il reste un utile mais fragile en crédibilité long terme. Un match intelligent dans sa construction, bon niveau technique, bon usage du chaos narratif, bon positionnement de Gable, mais perte de facteur focus in ring. JD McDonald encore sacrifié dans les résultats et Raquel va intervenir juste après pour récupérer le t-shirt de Dana Hussein. Elle va le mettre au tapis avec un coup de la corde à linge et ça c'est assez intéressant qu'elle le mette au tapis de la sorte parce que tout simplement ça a permis à la WWE de comment je peux vous expliquer ça, de mettre Raquel en avant et voilà quoi, c'est assez intéressant. Elle vient d'obtenir un match de championnat en battant Maxime. Là, mais Dana Hussein au tapis, elle lui vole son t-shirt de basket, de football américain, de basket des Lakers. Donc c'est à voir maintenant dans les prochaines semaines ce qu'ils vont nous faire, mais franchement c'est vraiment bien vu comment la WWE a booké ça. Le vrai problème c'est la destruction en fait de Dana Hussein aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais franchement j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Enfin, bref, on va passer à la suite
pas très très longtemps. Mais bon, le booking de Danielson, il pose question aussi s'il a signé pour ça. Personnellement, c'est que mon point de vue et on va passer à la suite dans pas longtemps. Donc on voit sur l'image là que Raquel s'essuie avec le t-shirt de Danielson. C'est assez marrant comment la WWE a construit ça et comment ils nous ont mené en bateau ainsi, mais quand même c'est drôle quoi. Comment ils nous ont fait ça et voilà quoi, Dominique s'essuie avec le t-shirt de Danielson, c'est excellent. Alors, moi je trouve ça drôle en fait que le jugement fasse des choses comme ça, même si il y a bien évidemment des choses à améliorer. Enfin, bref, on va passer donc au segment principal de ce rôle. Roman Reigns avec Seth Rollins, le point positif c'est que franchement ce segment est construit comme un segment de main event pur basé sur l'histoire longue entre Roman Reigns et Seth Rollins, une rivalité qui dépasse le simple cadre d'un show hebdomadaire. Roman Reigns arrive avec une aura très spécifique, celle du Tribal Chief, celle du dernier pilier du pouvoir de le moderne, celle du champion qui contrôle encore la hiérarchie, même sans action physique immédiate. Dès son entrée, il impose une chose essentielle. Le silence du public devient une réaction et ça c'est un signe très fort dans le booking. Si le public réagit par le respect, star légitime. Si le public réagit par tension, mais l'événement actif. Si le public attend domination, Roman est clairement dans cette troisième catégorie. Cette Rollins, c'est le contraste parfait. Son langage est très important, un ton émotionnel, référence historique, légitimé, basé sur le passé. Les Rollins ne parle pas comme un chef, il parle comme quelqu'un qui exige une finalité. Il émane entre passé, présent et futur. Le cœur du segment repose sur un échange verbal, domination psychologique et basé sur la hiérarchie, contrôle émotionnel du ring de Roman Reigns, provocation, intelligence, vérité historique, pression mentale constante et surtout un point clé. Rollins ne cherche pas à insulter Roman, il cherche à le confronter à son passé et il lui rappelle qu'il l'a jamais battu et peut-être prouver qu'il peut enfin battre Rollins proprement. Et Rollins utilise ça immédiatement contre lui et transforme la fierté de Roman en faiblesse psychologique. Le segment suit une structure très double, mais entrée Roman Reigns, arrivée de Rollins, tension historique immédiate, promo basée sur le passé, confrontation jusqu'à l'annonce du match, c'est un format très codifié de Legendary Rival. Le seul problème du segment, c'est qu'il repose sur une stratégie déjà très vue. Roman vs Rollins a déjà plusieurs couches historiques, plusieurs matchs importants, plusieurs segments similaires. Donc le risque ici, la répétition narrative, Rollins est toujours dans le rôle du déclencheur émotionnel, Roman reste dans le rôle du contrôle dominant. Donc même si le segment est excellent, il ne change pas vraiment la dynamique globale de la rivalité. Ce segment Roman Reigns vs Seth Rollins, c'est un segment de très haut niveau, mais structure un peu répétitive. Alors il n'y a pas de vraie rupture dans la dynamique Roman Rollins, c'est donc un segment de construction. WrestleMania SummerSlam, pas un segment de révolution narrative. Mais c'était quand même assez intéressant comment ils nous ont buildé ça. Et donc annoncé pour SummerSlam, on a donc Roman Reigns dit OTC qui va remettre son titre de champion du monde poids lourd contre Seth Rollins, celui que je ne citerai pas son nom, face à Obafemi dans un LNSR match avec une sacrée bataille entre ces deux protagonistes qui vont se retrouver face à face. Donc c'est quand même assez intéressant comment ils vont se chercher les noises et comment ils vont se les trouver sans doute. Et on aura donc Io Sky, la championne, la gagnante du Queen of the Ring contre la championne du monde libre, Morgan pour le titre. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye à tous.